C'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une ZEP, oui, tu sais qui je suis. Je te parle aujourd'hui, il y a une vidéo intéressante que je veux te faire, c'est doit-on attendre les études scientifiques pour guérir? C'est un élément très important, capital, que je vais te décrire un petit peu et t'expliquer un petit peu la façon que j'ai de voir cette approche-là, pourquoi il est bon ou il n'est pas bon d'attendre les études scientifiques pour guérir. Parce que souvent on a cette petite tendance-là d'être rassuré. D'accord. On est rassuré quand il y a une étude scientifique qui nous dit t'inquiète pas, on est hyper calé, on a regardé, on sait que ça marche et que ça fonctionne bien. Tu vois, tu es rassuré. Pourquoi? C'est parce que la partie mentale, la partie rationnelle de ton mental, elle est rassurée tout simplement. Quand ton rationnel est satisfait, d'accord, ton mental est rassuré. Donc, ton être est rassuré. C'est un élément important et c'est capital. C'est comme ça qu'on évolue parce que quand on arrive à de la compréhension, plus on comprend les choses, plus on augmente notre niveau de conscience. D'accord? Donc c'est très important. Par contre, si on commence à rester dans dans des dogmes, quelque part, il nous faut à tout prix une étude pour être sûr que ça fonctionne, pour être sûr que ça marche. Là, on commence à être bloquant. Je vais te décrire le truc en détail. En gros, si comment dire, la Terre était ronde avant qu'on le prouve, tu vois. Donc du coup, les études scientifiques, est-ce que c'est vraiment intéressant qu'on attende que ce soit validé pour qu'on puisse commencer à utiliser des thérapies pour guérir? J'en suis pas si sûr. Donc voilà, les études scientifiques, c'est vraiment la preuve rationnelle de maintenant. Quand on aura, quand notre rationnel, il aura, quand notre esprit, excuse-moi, quand le mental aura pris d'autres éléments, d'autres informations qui peuvent permettre de trouver rationnel de nouveaux éléments, et ben maintenant, l'étude scientifique, elle se basera sur ces nouvelles preuves, tu vois. Je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Je vais t'expliquer que, comment dire, par exemple, je vais te prendre un exemple concret. En ce moment, ils sont en train de se tirer de la bourre au niveau de la médecine et des études scientifiques, notamment dans un magazine comme The Lancet, qui est un des plus gros magazines connus qui fait vraiment référence dans le domaine, quoi. C'est mondialement, y a plein d'études scientifiques qui paraissent dans ce magazine-là euh, à titre mondial, voilà. Ils sont en train de se tirer de la bourre sur le cholestérol. Tu vois, le cholestérol, tu as bien entendu parler, je pense que ton médecin a dû te le rabâcher pas mal de fois, sur le fait qu'il faut à tout prix baisser le taux de cholestérol, parce que c'est hyper grave, ça te fait des plaques et tout, et ça peut venir boucher tes artères, te faire des problèmes, des gros problèmes, quoi. Notamment les personnes qu'on dit atteintes d'artériosclérose. Bref, on a tous compris que le cholestérol, il fallait le baisser. On a bien capté ce truc-là. On nous a fait assez de matraquage médiatique dans ce sens-là. Et on a tous compris qu'il y avait un mauvais, un bon cholestérol, qu'il fallait baisser tout ça. Bref, par contre, quand tu écoutes les personnes comme Michel de Lorgeril, quand tu écoutes ces personnes-là, je ne suis pas en train de te parler de Joe le Bricolo, tu vois. C'est Michel de Lorgeril, je veux dire, c'est un scientifique. Il amène des arguments derrière quand il dit ça. Et lui, pour lui, le cholestérol, c'est pas le fautif, tu vois. Donc, quand tu commences à te renseigner, comme j'ai fait aussi, dans les détails, tu te rends compte en effet que le cholestérol, je crois qu'il représente que 30% de la plaque que tu as. Donc, du coup, on commence à se dire, oh là, mais c'est pas si sûr tout ça. Bref, dans le magazine The Lancet, ils sont en train de se tirer la bourre parce qu'il y a des études scientifiques qui ont paru qui ont donné leurs conclusions dans ce magazine-là, qui disaient que le cholestérol, pour les plaques, c'était de la flûte. Fallait pas le faire descendre. Alors là, tu commences à dire, si tu attends cette preuve-là, tu dis, ah, le cholestérol, faut pas que je le fasse descendre. Tu vois? 4 mois plus tard, il y a de nouvelles études qui arrivent et qui disent, ben non, non, le cholestérol, faut le diminuer, quoi. Et paf, derrière, tu as encore d'autres études qui viennent dire, mais non, non, pas du tout, qui démontent un à un toutes les preuves qu'ont amené l'étude scientifique qui disait que le cholestérol était néfaste, et bing, ils disent, bah non, à chaque fois ils disent, bah non, vous voyez bien que le cholestérol, il faut le garder, quoi. Ils disent même qu'il n'y a pas de mauvais et de bon cholestérol. Alors du coup, nous, si on attend que l'étude scientifique soit validée pour guérir, pour savoir quoi faire, bah on est mal parce que un coup on va faire quelque chose et 4 mois plus tard on va faire autre chose, tu vois.
Il faut bien se rappeler que, par exemple, notamment sur le tabac, on sait bien globalement que la fumée de tabac, c'est pas bon pour ta santé. Ok, d'accord. On va pas rentrer dans les détails, on va pas mettre un dogme, on va pas rentrer dans le jugement là-dedans, on s'en fout. Par contre, un élément qui est important, c'est que à l'époque du tabac, quand c'est sorti les cigarettes, tu vois, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a plein d'études qui sont tombées qui disaient mais non, mais c'est néfaste. Et bing, et juste après, il y avait plein d'études contradictoires qui arrivaient en disant non, non, c'est pas néfaste du tout. Alors après, je vais même pas rentrer dans le délire de savoir s'il y avait un lien, un intérêt financier, etc. On s'en fout. Le truc, c'est que il y avait plein d'études scientifiques qui allaient dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, à savoir si il faut qu'on attende d'être sûr qu'il y a une étude qui est vraie, dans l'absolu, comme si ça pouvait être vrai, pour savoir si tu vas fumer ou pas, ou alors pour savoir si tu vas suivre tel ou tel protocole pour guérir, bah, je suis pas sûr qu'il faille qu'on attende une étude scientifique. Si on prend l'exemple des ondes aussi, il y a plein d'études en ce moment, à notre époque, qui disent que les ondes sont pas néfastes. Et il y a plein d'études, comme les rapports bioinitiatives 2007-2012, qui prouvent et qui montrent que les ondes sont très 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 néfastes pour le vivant. Ok? Donc tu vois, en fonction des études, tu peux pas vraiment statuer en disant ah, je sais sûr, cette étude scientifique, c'est une vérité absolue, on n'en parle plus, je sais où je vais. Non, on ne peut pas attendre ça. D'accord? Ok? Donc du coup, au niveau des exemples, on voit bien clairement que on ne peut pas s'y fier aux études scientifiques pour valider, se dire qu'est-ce que je vais faire, quelle démarche je vais emprunter pour pouvoir guérir ou non. D'accord? Maintenant, je vais prendre un autre exemple. C'est en fait, en gros, quand tu vois les études scientifiques, on se rend compte par là, si tu veux. Ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte par les exemples que je t'ai donnés, qu'une étude scientifique, si tu la prends comme une vérité absolue, c'est dangereux, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que ça crée un blocage. Ça émane d'un dogme, c'est-à-dire une vérité absolue. Et là, tu es très très mal. Parce que ta vérité absolue, quand elle sera vue sous un autre angle, bah, elle sera plus absolue du tout, quoi, tu vois. Donc les vérités absolues, si on les transformait en vérités relatives, peut-être qu'on amènerait un peu moins de dogme. D'accord? Je vais te prendre un autre exemple. Le cas que j'aime bien d'ailleurs de la génétique. La génétique. Quand elle est arrivée, je me rappelais quand j'étais gosse, on parlait de l'ADN, etc., de la génétique, le génome. Et on disait, mais c'est magnifique parce que, en effet, et c'est vrai, en partie, pas de manière absolue. La génétique, ça, c'est, comment dire, c'est le codage de notre ADN, c'est-à-dire c'est ce qui fait qu'on sait quel type de couleur d'œil on a, quel type de réaction on a, quelle prédisposition on peut avoir, etc. Par contre, à l'époque où j'étais enfant, dans les premiers moments, je me rappelle, on se disait la génétique, ça décrit tout. Point, barre. C'était vu comme une vérité absolue. C'est-à-dire c'était un dogme. Donc du coup, la génétique, c'était figé. Donc en gros, quand tu avais quelqu'un qui avait une prédisposition génétique, bah dommage pour toi, quoi. Tu as tiré les mauvaises cartes, quoi. Bon, si tu fais un peu de jeu de cartes, tu te rends compte que quand tu as un mauvais jeu de cartes, tu peux toujours t'en tirer quand tu joues, tu vois. Donc c'est la bonne nouvelle. Ce que je veux dire pour m'arrêter là-dessus, c'est que quand on se basait sur la génétique, moi j'ai connu des personnes qui avaient des personnes de leur famille qui étaient par exemple atteintes au niveau du système nerveux, quelque chose de neurodégénératif, et la médecine lui disait bah oui mais c'est génétique. Sous-entendu, c'est fermé. Oh là! Tu vois ça comme une vérité absolue. Et c'est très délétère. Je vais revenir sur cet exemple-là. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde les études sur l'épigénétique, maintenant que notre connaissance a augmenté sur le plan collectif, et qu'on a des points de vue différents, et qu'on trouve rationnel, parce qu'on l'a prouvé scientifiquement, que les gènes, l'ADN, se réencodent, s'activent ou se désactivent en fonction de ton entourage, bah, ça remet complètement la génétique en cause. Tout du moins, ça remet la, la façon de la voir en vérité absolue. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important. Là, ce que je veux dire, c'est que je te prends des exemples différents pour te montrer que, en fait, on ne peut pas vraiment se fier à une étude scientifique. C'est rassurant,
mais comment tu veux t'y fier? D'accord? Tu sais qu'elle va sûrement être remise en question dans plus longtemps, comme l'exemple de la génétique et l'épigénétique. Et en plus, je vais revenir sur l'exemple de la personne dont je t'ai parlé, qui avait de la famille, qui était atteinte d'une maladie où on disait c'est génétique, et puis en gros on ne pouvait rien faire, quoi. Le gros souci derrière, c'est que maintenant on se rend compte qu'avec l'épigénétique, comme l'entourage, il active ou désactive des gènes, cette personne-là, elle a vécu entourée de personnes qui étaient persuadées que c'était fini, que ça ne marcherait jamais, que de toute façon il n'avait pas de chance, il allait mourir de ça. Et du coup, épigénétiquement, tu favorises ça. Alors que si épigénétiquement, si son entourage était favorable à autre chose, il aurait peut-être activé d'autres gènes ou désactivé les gènes délétères pour pouvoir avoir une vie bien meilleure, quoi, tu vois. Donc c'est là où ça peut être très 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 néfaste de se caler uniquement sur les études scientifiques. C'est prouvé, donc je le fais. Non, 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 c'est pas comme ça. L'étude scientifique, c'est une nouvelle compréhension, elle te donne une direction différente. C'est un nouveau pion sur l'échiquier, tu vois. Donc c'est un nouvel élément qui peut t'apporter. C'est pas un dogme, d'accord? Et c'est très important de le voir comme ça. Donc je t'encourage vraiment à ne pas attendre la preuve scientifique pour te mettre à utiliser notamment des thérapies qui sont peut-être pas encore prouvées. Je pense comme ça directement, les cataplasmes d'argile. Bah ouais, les cataplasmes d'argile, visiblement, moi j'ai cherché un petit peu, j'ai pas vu d'études scientifiques qui dit bon bah ça y est, on sait comment, on a compris comment ça marche. Donc du coup maintenant vous pouvez l'utiliser. Non, ça marche avant, arrête. Les fleurs de bac par exemple. Les fleurs de bac. Mais c'est impressionnant comment ça marche à une puissance hallucinante. Ça pourrait apporter tellement d'aide à tellement de personnes qui sont perturbées pour pouvoir rééquilibrer on va dire les points de blocage négatifs et les transformer en positifs. C'est hyper important. Moi, les fleurs de bac, j'en utilise vachement. Mais c'est hyper important, c'est capital. Donc, moi, j'ai choisi, j'attends pas que ce soit prouvé les fleurs de bac pour que ça marche. Parce qu'au bout d'un moment, on s'en fout de la preuve scientifique. Ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu commences, quand tu commences à voir les résultats des personnes qui ont changé des régimes, leur régime seulement, et qui ont eu des résultats en sclérose en plaques, ils marchent, ils courent, ils font du vélo, tu vois. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Ouais, mais ça marche. Tu vois? Les cataplasmes d'argile, ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Mais ça fonctionne. Par exemple, quand tu regardes l'exemple de Willy Barral qui a fait une analyse, une, un peu une psychanalyse, mais une analyse de ses symptômes, on va dire, sur la partie psychologique plutôt, psychique. Oui, mais ça marche, il avait plus de symptômes. Alors même si les médecins qui attendent les preuves scientifiques ne comprennent pas que ça marche, bah ça marche. Tu vois? Donc du coup, je t'encourage vivement à rester acteur pour ta santé et à expérimenter. L'expérimentation, elle passe vraiment avant la preuve scientifique. À mon sens, l'expérimentation passe avant la preuve scientifique. C'est clair et net. Donc je t'encourage à rester acteur pour ta santé, n'hésite pas à partager si tu penses que ça mérite de l'être, et puis si tu penses que ça peut apporter à quelqu'un, et puis c'est tout. Faut que j'arrête là. Ouais, j'ai plus rien à dire. Ouais, bah, c'est pas mal. Bon, allez, j'arrête là. Reste acteur et attends pas la preuve par neuf des études scientifiques pour guérir. Ok? Allez, à plus. Ciao.